Quand on est enfant, on a tendance, au fait, nos parents doivent nous protéger, vont nous protéger dans cette bulle, tu vois, et nous protéger du monde extérieur, de toutes les souffrances et de tous les obstacles qu'il y a dehors, et en créant une barrière de sécurité autour de nous. Le temps pour nous de grandir, d'être un peu plus fort, plus solide, physiquement comme mentalement, pour pouvoir les affronter. Et ça, de mon plus jeune âge, j'ai été exposé à ça parce qu'il n'y avait plus cette barrière de sécurité. Parce que le problème, ce n'était pas juste le divorce de mes parents, mais ça venait s'ajouter à une situation qui était déjà très compliquée. On vivait dans une pauvreté extrême et en plus, on avait le divorce de mes parents et surtout qui se sont permis d'aller au tribunal. On a été obligés de vivre un peu dans les familles d'accueil pendant qu'ils se disputent au tribunal, tu vois. Et c'est là où voilà, les choses ont commencé à être compliquées. C'est là où j'ai commencé à comprendre que voilà, la vie, ça ne va pas être du tout facile pour moi. Et... Vous avez assisté à des choses dures entre vos parents avant qu'ils divorcent? Ouais, un peu. Mais bon. Vous parlez aussi du traumatisme qui est lié à la pauvreté. Parce que pauvre, ça vous a isolé des autres enfants. C'est pas plus. Au fait, je pense que même les autres enfants, pour la plupart, ils étaient pauvres, mais extrêmement pauvres, où là, on parle un peu plus de la misère. Voilà, c'était ça la différence, au fait. Parce que quand on est enfant, un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, on n'a pas encore la notion de l'argent, on ne sait pas à quoi, la notion des classes sociales. OK, on peut se rendre compte que, bon, on n'a pas la voiture et peut-être on pense que nos parents n'ont pas la voiture parce qu'ils n'aiment pas la voiture, tu vois. On n'a pas la notion de l'argent ou de la pauvreté. Maintenant, ça se précise, ça se définit quand tu sens la différence entre toi et les autres enfants. Tu vois, par exemple, quand on allait à l'école, il devait y avoir des moments où j'étais foutu hors de la salle de classe parce que je n'avais pas le stylo pour prendre note, parce que je n'avais pas le bic. Et j'étais habitué à ces situations parce que c'était récurrent, tu vois. Manque de scolarité, à la pause, j'avais peut-être pas quoi manger, j'avais pas jamais de goûter dans mon sac. Donc, du coup, ça, j'étais pas un profil assez attractif pour les autres enfants. Et vous étiez exclu ou ils partageaient quand même avec vous? Non, tu étais exclu. Au fait, la façon d'être exclu, c'est quoi? C'est que les enfants, déjà, à la base, ils partagent entre eux. Pour la plupart, ils sont déjà amis, même à la maison, où ils sont voisins. Et moi, j'étais un peu nouveau parce que, juste pour la petite histoire, j'ai fait mon école primaire dans à peu près 6 établissements. En moyenne, 1 an par établissement. Tu vois? Donc, à chaque fois, vous étiez le nouveau. Voilà, à chaque fois, j'étais nouveau. Donc, même à la maison, au quartier, j'étais nouveau. Je n'avais pas des amis. À l'école, j'étais nouveau. Mais le nouveau qui n'était pas cool, qui n'avait pas ce profil-là, qui n'avait pas le goûter pour partager avec les autres, le nouveau qui n'avait pas de stylo, ou qui n'avait pas de bic, ou qui n'avait pas payé de pension. Du coup, ce n'était pas un profil assez attirant pour les autres élèves pour être amis, tu vois. Donc, c'était un peu cette situation, et c'est ça qui compliquait la chose, au fait. Quand on est enfant, qu'on se sent rejeté, qu'on assiste à des violences entre ses parents, est-ce qu'on se protège en se créant un monde interne? Effectivement, et je pense que c'est la première chose que j'ai fait, c'était mon gilet de sauvetage, au fait. Sans toutefois m'en rendre compte, tout ce que j'enviais, tout ce qui me manquait, tout ce que j'aurais souhaité avoir, déjà en commençant même par la présence de mes parents, parce qu'après leur divorce, pendant plusieurs années, on n'a pas été ensemble du tout. Et donc, mon plus grand rêve, c'était de voir ma mère et de voir mon père. Donc, au final, les voir tous les deux, même s'ils sont divorcés, juste les voir, tu vois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accumulé tous ces trucs et je les mis dans un monde virtuel.
J'ai créé un monde virtuel où tout allait bien. Papa et maman étaient à la maison, j'avais tout. J'avais mon goûter quand j'allais à l'école, j'avais mes amis. J'avais tout ce qui me manquait, tu vois. J'étais là avec mes frères parce que même mes frères, on n'était plus ensemble. Il y avait une personne qui était ici, il y avait 2 personnes qui étaient là-bas, une autre personne qui était ailleurs et on était un peu dispersés comme ça. Alors, c'était ça mon rêve. Ça, j'ai fait une stimulation de tout ça dans mon imagination, mais et j'ai réussi à construire quelque chose qui était consistant. Comme dans la chanson, en fait, vous étiez l'enfant seul d'Oxmo Puccino. Ouais. Donc, et ça évoluait chaque année en fonction de mon évolution, en fonction de mon environnement, en fonction d'où j'étais, en fonction des problèmes qui s'imposaient à moi. Voilà, ce monde imaginaire, au fait, évoluait et je m'adaptais. C'était un peu mon exil, tu vois. Parfois, après une dure journée ou après une dure épreuve, tout ça, je vais après me retirer, aller dans mon coin, me mettre à imaginer un monde parfait et tout ça. Et c'était beau, c'était réconfortant. Du coup, j'ai grandi avec. Ça vous sert aujourd'hui pour vous protéger, ça? J'ai grandi avec parce qu'à un certain moment, inconsciemment, j'ai arrêté de vouloir me faire des amis. J'ai accepté la solitude. Et oui, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai appris à être confortable dans ma situation, à faire avec. Et jusqu'à aujourd'hui, ouais. Bon, pas que il y a des trucs que je manque, il y a des trucs que j'en manque plus, mais voilà, il y a toujours cette petite imagination qui est là. Vous êtes arrivé seul, par exemple. Souvent, les invités viennent avec un entourage. Vous êtes arrivé seul. Non, je suis de nature très, très seul. Même, et d'ailleurs, je pense que je l'ai hérité de cette époque. Ça, c'est un truc où je l'ai hérité de mon enfance. J'ai accepté à être seul. J'ai accepté à ne plus avoir des amis au point où je me suis habitué et c'est devenu mon mode de vie. Je vis tout seul, je reste seul et ça ne me dérange pas. Parfois, je vais aller aux entraînements jusqu'à samedi ou vendredi ou samedi. Samedi, je rentre chez moi. Je ressors le lundi pour aller aux entraînements et moi, malgré le fait que je suis un peu sollicité ou invité, non, je préfère rester chez moi. Et même si je vais quelque part, si je me pointe à un anniversaire ou à une fête de famille, je vais juste participer, faire acte de présence. Vous êtes spectateur plutôt qu'acteur. Faire acte de présence, être là pour quelque temps, mais il faudrait que je puisse me retirer pour être tout seul. C'est comme ça que je me ressource. Je suis pareil, Francis. Bienvenue au club. Merci. 2 personnes seules qui discutent ensemble, c'est pas mal. Vous avez commencé à travailler très tôt avec votre frère à l'âge de 9 ans. Ouais, c'est ça. Ça, c'était à notre retour au village, parce qu'après après le divorce de mes parents, je suis allé à Boya, qui est chez ma tante. C'est là où je suis resté le plus. J'ai fait 2 ans et demi chez elle. Après, je suis rentré au village, chez la grand-mère. Et là, il fallait faire quelque chose. Il fallait mettre la main dans la pâte. Bien sûr, on allait au champ, on assistait dans des travaux champêtres, mais il fallait quand même quelques suppléments, donc il nous fallait du finance. Alors, c'est comme ça que nous, mon frère et moi, on a dû commencer à travailler dans les carrières de sable. Est-ce que c'est normal de travailler à cet âge-là? C'est pas normal, mais c'est normal de se battre, de survivre. Je pense que, voilà, c'est tout ce qu'on avait, c'est tout ce qu'on pouvait. On pouvait cracher sur l'opportunité. Pour nous, c'était une opportunité de vie. Voilà. Avec du recul aujourd'hui, quand tu y regardes, tu dis, ah oui, mais c'était difficile, ça n'aurait pas dû. Mais c'est la vie, tu veux quoi? À l'époque, tu n'avais pas d'autre choix. Tu n'avais pas connu d'autres choses avant, tu vois. C'est pas comme si tu avais une belle vie, après tu n'as plus une belle vie. J'ai grandi dans cette vie, donc très souvent, pour moi, c'était normal. À 13 ans, vous faites virer de classe parce que vous n'avez pas de stylo, pas de cahier, et vous dites là, c'était l'humiliation de trop. Ouais. Je me rappelle très bien de ce jour. Et j'avais faim. Il était aux environs de 15 heures. J'avais faim, j'étais là. Et
je me fais virer encore une fois. Et là, j'ai versé quelques larmes, quelques gouttes de larmes. J'étais mal, ma personne était touchée. Et là, j'avais juré que j'allais remédier à cette situation. Au fait, j'allais déjà changer la façon dont je suis perçu par les autres élèves qui ont tendance à me voir comme un être inférieur. Pourtant, je ne suis pas inférieur. Et je pense que c'est ce jour-là où je me dis, mais je ne suis pas inférieur à eux. Même si je n'ai pas ce qu'ils ont, le peu que j'ai, je le mérite. Je l'ai gagné par la sueur de mon front. Par contre, eux, ils ont juste la chance d'avoir des meilleurs parents. Voilà. Ou des parents qui s'en sortent mieux dans la vie. Mais, dans cette situation, faire quelque chose de normal, comme les autres, n'était plus suffisant. C'est drôle parce que le geste que vous faites, c'est celui de l'esquive. Ouais, bon, c'est aussi l'équilibre. Voilà. C'est aussi l'équilibre, la balance. Mais vous avez appris à esquiver très tôt, en fait, les problèmes. J'ai aussi appris à faire la balance très tôt. Votre père était ceinture noire de karaté. Ouais. Il avait une photo de Rambo 2. Ouais, Rambo 2. Affichée dans sa chambre. Au village. Ouais. 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 Et c'était la première... Ça vous fait quoi de revoir cette affiche? Ouais, c'est ça. Ah, je t'inquiète, je l'ai vu des centaines de fois. J'ai vu le film aussi des dizaines de fois. Ouais, c'était... Et ça, c'était même avant le divorce que je l'avais vu. Et voilà, j'étais très passionné par tout ce qui était action, film, combat et tout ça. Mais bon, encore, on n'était pas dans un système où on avait des activités extrascolaires où je pouvais peut-être participer, prendre des classes pour le karaté ou pour la boxe. Parce que lui, il était champion de karaté, c'est ça? Il était ceinture noire, pas champion, parce que pour être champion, il faut avoir compétit. Voilà. Mais le karaté, au fait, c'est plus le kata et les gens, ils sont élevés, ils sont gradés, parfois sans avoir compétit. Donc, ce n'est pas vraiment la compétition. Et même la compétition au karaté, c'est un peu différent, au fait. Qu'est-ce qui vous a transmis? Au fait, je suis plus reconnaissant de ce qui ne m'a pas transmis que de ce qui m'a transmis. C'est intéressant, ça. Ouais, au fait. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que tout compte fait, quand je fais le bilan de ma vie, je trouve plutôt que je n'ai pas eu la vie que je voulais, que j'aurais voulu avoir, mais j'ai eu la vie qu'il me fallait. Tu vois, et c'est ça, au fait. Parce que, tu vois, on peut tout dire de mon père, il était irresponsable, il était ceci, il était cela. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est l'homme qui a le plus influencé ma vie. C'est l'homme grâce à qui je suis devenu celui que je suis aujourd'hui, même si ce n'est pas assez bien, mais c'est grâce à lui. J'aurais pu être beaucoup plus pire que ce que je suis aujourd'hui. Parce que très tôt, de par ce qu'il était, j'ai très vite compris ce que je ne voulais pas être. C'était mon père. Je ne voulais pas avoir sa réputation, pas être. J'aimais mon père, je le kiffais, même si très souvent, passer du temps avec lui, c'était compliqué parce que ça allait finir avec des coups de ceinture et tout, mais j'aimais mon daron, tu vois, et j'aimais passer le temps avec lui. C'était mon héros. Mais quand j'étais plus avec lui, sa réputation n'était pas trop glorieuse. Et ça, j'étais pas trop fier de ça. Et il était hors de question que moi, que j'ai cette même réputation. Vous lui avez pardonné? Hein? Vous lui avez pardonné? Ou vous lui en avez jamais voulu? Non, je ne l'ai jamais en voulu. J'ai jamais voulu à mon père. Il était lui, et voilà. Et encore une fois de plus, s'il y a une personne qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie, c'est mon père. Il m'a appris beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire. C'est beau, c'est très beau. Après le lycée, vous décidez de partir dans votre village pour rejoindre la ville, et là, vous commencez à faire de la boxe. Je suis allé et je suis revenu au village parce que bon, c'était pas évident. J'étais toujours livré à moi-même. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je laisse les classes, j'abandonne l'école. Je reviens au village. Voilà, au village, j'ai une stabilité. On a le chenou, même si c'était des maisons en terre, tu vois. Mais
quand même, on avait une stabilité. Et après quelques années au village, je pense après 5 ans, parce que je laisse l'école à l'âge de 17 ans, et c'est après 5 ans, avec ce rêve qui est au fond de moi depuis des années, et à l'âge de 22 ans, même au village, le rythme qu'on avait, le maintien, ça ne m'allait plus parce qu'il était... Je n'en pouvais plus parce que, au fond de moi, j'avais un rêve. Il était hors de question que ça en finisse là. Il était hors de question que ma vie s'arrête là. Je devais entreprendre, je devais faire quelque chose. Je devrais suivre mon rêve. Est-ce que c'était évident? Mais non, pas du tout. Personne n'y croyait. Il y a des gens qui vous prenaient pour un fou? Oui, tout le monde me prenait pour un fou. Et encore, je ne les en veux pas parce qu'ils étaient très rationnels dans leur façon de penser. De là où j'étais, c'était quasiment pas admissible de penser que c'était possible, étant donné que même certaines personnes qui ont déjà essayé, et en étant dans des meilleures conditions, dans des meilleures situations, n'ont pas percé. Et du coup, c'est difficile de faire quelque chose qu'on n'a pas un modèle. Tu vois, on ne pouvait pas avoir un modèle. Même ceux qui avaient essayé, ils se sont cassés la gueule au passage. Donc, et on disait, mais toi, quand même, reviens à la réalité, reviens à tes sens quand même. OK, c'est beau d'avoir ces moments de folie, mais après, il faut revenir à la réalité. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Mais seulement, bon, en m'entraînant là, que ça devait aller. Les conditions n'étaient pas réunies au Cameroun, surtout à cette époque. Donc, j'avais compris qu'il fallait bouger, il fallait aller un peu plus proche quoi, du sommet. Mais comment faire? Je ne pouvais pas me permettre de me présenter dans une ambassade, appliquer pour le visa, mais franchement, tu n'es même pas... tu vois, je remplissais aucune condition sur peut-être 20. Je ne cochais pas une case, tu vois. Donc ça, c'était déjà mort. Après, on avait toujours entendu parler de l'aventure, des procédures, des trucs. Bon, c'est difficile, tu vois. J'ai mûri l'idée pendant des années. Ça faisait peur aussi, parce qu'il y a des gens qui sont allés, on n'a jamais entendu parler d'eux, ça fait 10 ans, on n'a pas de nouvelles, et personne n'est vraiment pour. Alors, mais un jour, j'ai décidé de me lancer. Et je porte mon sac à dos, je mets quelques vêtements. J'avais fait quelques économies, j'appelle ma petite sœur, je lui donne mes économies. Je ne précise pas où je vais, je dis juste je vais au nord, qui était effectivement ma direction, mais n'était pas ma destination, c'était juste un arrêt. Et par contre, il fallait qu'elle garde l'argent à disposition au cas où j'appelle, en cas d'urgence, pour qu'elle me fasse un Western Union. Un Western Union ou un MoneyGram. Et c'est comme ça où je pars. C'était le 3 avril 2012 que j'ai quitté le Cameroun la première fois. Et je me lance, je vais vers le nord Cameroun. Après, on traverse pour aller au Nigeria, vers la ville de Yola. Et le lendemain, on continue de Yola pour Kano. Et après, Kano maintenant pour Zender, au sud du Niger. Là, entre Yola et Zender, c'est très proche. C'est une distance qui se fait. Il y a des voitures clando qui le font, les taxis clando qui le font. Mais il y a un contrôle de passeport. Ça, nous, on n'avait pas, et on n'avait pas le visa surtout. Donc, le taxi va nous laisser un peu avant et quelqu'un va nous diriger pour contourner le contrôle et le taxi va passer au contrôle avec ceux qui ont des pièces et il va nous récupérer devant et on va continuer. Et on arrive, on va dans une gare où on dort pendant des jours parce que le but c'est d'arriver au nord du Niger et on met quelques jours à la gare routière. Je pense qu'on a fait 3 jours à la gare où on dormait sur des bancs là-bas à la gare en attendant le bus. Parce que c'était des longs trajets, donc du coup, les bus n'étaient pas quotidiens. Je pense qu'ils avaient 2-3 bus par semaine. On devait attendre, au fait, s'inscrire, payer le billet et attendre peut-être 3 jours. C'est comme ça qu'on va
Et jusque-là, tout allait bien. Parce que même si on se fait contrôler sur la route du Niger, tu vois, et c'est là où ça commence la raquette. Il y a des policiers qui commencent à vous fouiller. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas les papiers. On fouille. Vous venez d'où? Vous avez quoi? Et après, ils vont même faire semblant comme si le bus y partait. Mais le bus n'est pas parti. Le bus va garer un peu plus devant. Ça, c'est pour vous mettre la pression, tu vois. On fouille vos bagages. Et c'est là où les méthodes pour garder nos économies, on avait adopté toutes les méthodes. Et eux, ils savaient, il fallait qu'ils nous craquent pour qu'on les donne. Et je me rappelle, au Niger, ils nous ont mis dans une petite tente. Et après, on a demandé à faire pipi. La première intention, c'est que, OK, si j'arrive dehors, je peux fuir, tu vois. Et à ma grande surprise, le policier me dit, ouais, va faire pipi derrière la tente, dehors. Et là, quand tu sors de la tente, tu arrives dehors, tu regardes, c'est le désert à perte de vue. Dans l'après-midi, il y a la vapeur qui sort à distance, la chaleur. Toi, tu regardes, tu reviens tout seul, tu n'as plus envie de fuir. Tu reviens. Et voilà, ça, c'était les premières étapes. On arrive à Alit. C'est là qu'il fallait organiser pour la traversée du désert et tout ça. La traversée du désert, c'est pas une expression dans votre bouche. Non, non, c'est la réalité, la traversée du désert. Donc c'est le Sahara, le désert. Le Sahara, le désert du Sahara. Il y a les Touaregs, les gens qui vivent dans le désert, au fait. Ceux qui organisent, ils disent combien on va payer, on paye chez un passeur qui collecte l'argent, il nous fait attendre peut-être une semaine. Parce qu'eux aussi, de leur côté, ils ont leur système de surveillance pour contrôler, pour surveiller la surveillance. Voilà, jusqu'au jour où ils disent que c'est bon. Un soir, comme ça, de façon spontanée, ils arrivent, ils disent embarquez. Mais ce n'est pas embarquer dans un bus, c'est dans un pick-up. Vous êtes 25, il y a un pick-up. Et tu te dis, mais c'est quoi le délire? Tu te dis, non, je prends le deuxième. On dit, il n'y a pas de deuxième. C'est ça, pour les 25. Avec vos bagages, et c'est compliqué, tu vois. On va mettre vos bagages au sol, et vous allez vous asseoir au-dessus. 25 personnes derrière le pick-up, mais surtout, l'élément de suivi ici, la bouteille d'eau, l'eau. Parce que là, on va te faire la traversée du désert. Il n'y a pas de boutique quelque part, il n'y a pas de source quelque part. L'eau est importante et l'écharpe pour les tempêtes de sable. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a pris la route du désert. Heureusement, pour nous, ça s'est bien passé. Au bout de 24 heures, on était à l'autre bout. Vous avez eu peur pour votre vie? Oh, ouais, quand même. Mais tout s'est bien passé. Mais on a eu peur. Puisque à des endroits, tu arrives, tu vois des crânes qui sont des squelettes, qui sont au milieu du désert, et d'autres avaient des signes de croix ou des trucs. Et tu te dis, OK, il suffit que la voiture tombe en panne, et c'est fini. Vous dites aussi quelque chose par rapport aux jeunes qui grandissent au Cameroun ou nous en Afrique et qui veulent aller en Europe. Vous dites qu'aujourd'hui, ça ne serait pas forcément une bonne idée. Ça, c'est mon point de vue. Au fait, moi, j'aime juste parler de mon point de vue parce que généralement, quand tu as fait un parcours comme ça et que les gens voient que ça marche bien pour toi, dis aux gens de ne pas le faire, déconseiller ça aux gens, c'est très mal perçu, ça peut être très mal perçu, tu vois. Donc, ce qui s'est passé, pour mon cas, par exemple, quand je suis arrivé, après avoir vécu tout ça en Algérie, au Maroc, où on a fait presque 1 an au Maroc. Après avoir vécu tout ça, j'ai dit à ma famille, ceux qui pouvaient m'écouter, j'ai dit, écoutez, c'est tellement risqué que moi, je ne conseillerais personne. S'il fallait, si vous pouvez m'écouter, je préférerais que vous restiez au Cameroun et que moi,
puisque je suis déjà mouillé, voilà, il n'y a rien à faire, j'avance. Et si ça marche, de là, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire, mais je ne serai pas responsable pour quelqu'un qui vient ici parce que je sais qu'il peut ne plus être des nôtres du jour au lendemain. Tu vois, ceux qui sont proches de moi, qui ont confiance en moi, ils m'ont écouté, ils m'écoutent, tu vois. Mais après, dans l'ensemble, quand je regarde, on va dire, mon cas est un cas un peu particulier, mais quand je regarde l'ensemble de tous ceux qui ont fait ce parcours, certains, ils sont encore au Maroc jusqu'à nos jours. Ils n'avancent pas du tout, ils ne reculent pas, ils n'ont pas de vie. Et même si un jour ils réussissent à traverser, c'est pour recommencer, mais après avoir perdu des années, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Surtout après tous les traumatismes que tu as dû traverser. Donc, du coup, c'est une situation un peu difficile. S'il fallait recommencer, en connaissance de cause, je ne crois pas que j'aurais commencé. Et je trouve que l'Afrique aujourd'hui est plus est en phase de fort développement que on peut très bien s'en sortir en Afrique. Tu vois, on a toujours eu le concept de oui, l'Europe est mieux, l'Europe est mieux. Certes, il y a des meilleures conditions ici dans certaines situations, mais aussi il y a l'Afrique qui a ses avantages, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vivre ici et de vivre en Afrique. Mais crois-moi, je suis plus à l'aise quand je suis en Afrique, tu vois. Mais il aurait fallu que j'expérimente les deux pour savoir exactement la différence.